S'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Soyez bien levés pour honorer notre pays. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, le chante premier feu de l'aurore, enfants du Bénin debout. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage de point d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez, vous aussi, martyrs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la prospérité construisez sans relâche. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. Merci, Ramon. Je constate que vous avez chanté sans relâche. Et ça fait énormément plaisir. Maintenant, nous sommes vraiment de plein pied dans notre pays, le Bénin. Et nous allons, avec la permission de Kinos Dossou, inviter très respectueusement le professeur David Kofi Aza pour la première conférence. Le programme que nous avons retenu nous permet déjà de parler des origines du vaudou. Vous savez très bien, mesdames et messieurs, qu'il est impossible d'aller dans les profondeurs du vaudou sans connaître vraiment l'historique de cette divinité, je le dis comme ça, de cette vision, de cette philosophie. Et au Bénin, nous avons une personnalité qui connaît très bien le vaudou dans tous ses états. Vous allez comprendre que le professeur David Kofi Aza est à même de vous parler de cette divinité, je le dis. Et là, je compte sur vous, nous comptons sur vous. Le comité d'organisation compte sur vous pour poser toutes les questions. Professeur David Kofi Aza, est-ce que vous avez envie d'être juste là ou au pupitre? Ok, d'accord. Nous allons lui trouver un micro-baladeur si possible. On applaudit très très fort le professeur David Kofi Aza. Il est assis? Oui. Le conférencier est devant nous, mais ce serait un crime de lèse-majesté si je n'invitais pas Kinos Dossou, le président du comité d'organisation, et le monsieur Jean Lavalas, qui est avec nous. Il est bien évidemment ici, mais c'est un Haïtien, mesdames et messieurs. C'est le deuxième conférencier. Il parlera du rôle du vaudou dans l'indépendance de Haïti. Lui aussi mérite que vous l'applaudissiez, mesdames et messieurs. Professeur David Kofi Aza, et je crois que Kinos sera avec eux. Kinos va rester au milieu, professeur. Vous allez encadrer Kinos Dossou, c'est important de le faire comme ça. Et il va gérer la modération de cette conférence. Le micro-baladeur, s'il vous plaît. Voilà Kinos, le micro est à toi. Je souhaiterais que vous leur accordiez une attention particulière, surtout que vous aurez des questions à leur poser, n'est-ce pas, Kinos? Tout à fait. Merci, Don Clem. Merci encore. Je crois qu'avec un tout petit retard, nous allons quand même commencer, enfin, puisque le professeur me disait que le vaudou a horreur du retard. C'était ça, en fait. Donc,
Je crois que si on était trop à l'heure, l'exception n'aurait pas confirmé la règle. Donc voilà, il faut toujours des exceptions pour une règle. Donc, je crois que aux origines du vaudou, je suis très très bien encadré. Et qui parle du Bénin, parle d'Haïti. Et je crois que je vais commencer par ma gauche. Ou alors par ma droite peut-être. Je vais donner la parole à ma droite alors. Le professeur, c'est pourquoi? Bonjour tout le monde. Mais en réalité, c'est le professeur qui devait commencer. Parce que le professeur va vous exposer ce qui se passe dans la réalité même du Bénin. Étant donné que le professeur est issu du Bénin et nous autres, nous avons voyagé pour venir jusqu'à Haïti avec toute une tracée de béninois. Donc je vais vous passer le professeur. Merci. Je crois qu'on va commencer par la racine pour aller vers les feuilles. Je tiens à remercier les éminentes personnalités qui sont là aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de pouvoir plancher sur le vaudou. Surtout, le thème a été très clair aux origines du vaudou. Je ne sais pas quel temps vous nous donnez. 45 minutes. Je crois que j'y arriverai. Nous allons repartir aux origines, comme on l'a dit, du vaudou, pour nous replonger dans l'historique même du vaudou au niveau du Bénin. Parce que vous savez que le Bénin, le vaudou a commencé son essor du Bénin à partir des années 1600. 1600 parce qu'avant ça, le vaudou était déjà au niveau de Tado, où les rois que nous avons connus au Dahomey, était déjà au niveau de Tado en tant que prince. Donc la dislocation de Tado a fait que ceux-là sont venus au niveau d'Alada. Puis d'Alada, ils sont allés, une partie est allée à Abomey, une partie est restée à Alada, une partie est allée à Porto-Novo. Mais avant tout ça, le vaudou était pratiqué, mais pas sous le nom de vaudou, mais plutôt sous le nom de Rumbo. Rumbo, c'est-à-dire, Bo veut dire secret, et Rum veut dire le sang. C'est-à-dire, le nom qu'on avait donné à l'origine, c'était le secret du sang qui était donné. C'est le nom originel même du vaudou. Et c'est ce nom-là qui était pratiqué jusqu'au temps où les Agasoubi sont venus à Ouayandano. Ouayandano, c'est la région qui est appelée aujourd'hui Abomey. Et quand ils sont venus, il y avait un autre rumbo qui était pratiqué là, qu'on appelait Guédé. Guédé, c'est une divinité et c'est le nom que portait une localité à Gouaïzou à l'époque qu'on appelait Guédé-Vitomé. Guédé-Vitomé, c'est le nom que Abomey en griffe avait porté, sinon toute la région était Ouayandano. Mais la région où le rumbo était pratiqué principalement, c'était appelé Guédé-Vitomé. Et c'était les Guédé-Vim qui étaient là, qui constituaient les premiers à pratiquer ce rumbo avant que les princes n'arrivent. Et quand les princes sont venus à Huawei, ils sont restés à Huawei de 1600 à 1645, avant d'aller maintenant à Ouayandano, où lors du conflit entre Gaïnkessou et Dakodonou, avait fait fuir le prince Aro, qui allait à Ouayandano pour fonder le royaume d'Abomey. Mais arrivé là, il y avait 12 tribus qui gouvernaient Abomey, et ces 12 tribus gouvernaient de façon annuelle. Et chacune de ces tribus avait des calebasses. Et ces calebasses étaient considérées comme des calebasses sacrées, où on vénérait chaque année. Et ces calebasses, ils ont vu que le prince qui arrivait avait une civilisation, avait une vision très évoluée de la vie. Et ils ont décidé d'unir leurs forces et de le soutenir pour qu'il devienne leur chef unique. Donc les 12 se sont réunis, ils ont ramené leurs calebasses. Et ils ont commencé par les casser une à une jusqu'à la 12e calebasse. Et la 12e calebasse, le prince leur a dit, ne cassez pas ça. Maintenez ça pour que nous puissions conserver notre secret dedans. Et c'est là que le vaudou a pris un autre nom qu'on a commencé à appeler Webadja Kasudo. C'est-à-dire la calebasse fermée de Webadja. Et c'est suite à ça qu'il est allé maintenant dans la brousse, aller prendre un buffle vivant. Je vous dis, il est allé chercher un buffle vivant, qu'il a ramené à la place publique de Ouayandano, et il a éventré le buffle vivant. Il a placé le siège qu'on appelle Cataclè, où on introduise les gens, et il a mis dans les boyaux, et on l'a couronné. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis rentré dans le ventre du buffle, et que personne ne peut attraper quelqu'un qui est dans le ventre du buffle. Et c'est là où Ouayandano a changé de nom, et c'est devenu
Et c'est devenu Akbomé, jusqu'à aujourd'hui on appelle Abomé communément. Et là, il a réformé maintenant cette civilisation, cette vision de vénérer l'invisible, et il a donné le nom Vodou, parce qu'il dit ces énergies que nous avons apprivoisées, que ce soit les ancêtres éponymes, que ce soit les arbres sacrés, que ce soit les animaux, parce que nous venons les animaux, surtout nous les Agassoubi, on venait la panthère. Toutes ces énergies-là qui sont apprivoisées sont en quelque sorte des saints que nous invitons de Mahou Sekolissa, qui est considéré comme Dieu, pour venir vers nous. Donc désormais nous allons les appeler Yahweh, des Djevodon, c'est-à-dire les saints qu'on a détachés. Donc le nom Vodou a pris maintenant, la connaissance a pris un autre nom à partir de là, et c'est devenu Yahweh, Vodon. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Vodou. Donc c'est là que ça a commencé. Donc on va parler du Vodou sans parler de Webadia, qui est le principal réformateur de cette civilisation-là. Mais quand on va au fond de cette civilisation, nous avons vu qu'il y a deux grandes catégories de Vodou. La première catégorie de Vodou que nous connaissons, c'est d'abord les Tokyo. Parce que nos aînés considèrent que l'ancêtre éponyme, qui est la base d'une civilisation, d'une famille, d'une lignée donnée, on ne peut pas couper cette branche-là, pas couper ce sang. Donc, à la mort de ces ancêtres éponymes, ils sont déifiés. Et nous les appelons les Tokyo. Ça, c'est la première catégorie de Vodou. Et les Tokyo, c'est inhérent à chaque clan, de lié à chaque clan familial. C'est comme les Rebonous qui ont pour ancêtres éponymes à Tokyo Agassou, nous avons Tokyo Bosikon, nous avons Akli, nous avons Donouvo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque clan a son Tokyo qui constitue l'ancêtre éponyme. Maintenant, il y a les énergies particulières que nous connaissons sur notre environnement, en commençant d'abord par l'énergie procréatrice. Et là, à ce niveau, nous avons une énergie duelle. L'énergie procréatrice, la première énergie, c'est l'énergie masculine. C'est ce que nous appelons Boko Leba, qui est le gardien du seuil. C'est-à-dire qu'il faut forcément quelqu'un qui veille sur la population au moment où la population est au repos, et quelqu'un qui également soit capable de repousser les agressions étrangères. Et là, ils ont érigé la divinité masculine, l'énergie de virilité, qui est représentée par le phallus en érection, qui est connu chez nous sous le nom de Boko Leba, et c'est la toute première énergie érigée parce que on a compris qu'on ne peut pas y avoir procréation sur Terre sans l'énergie de virilité, donc de l'énergie masculine. Et cette énergie-là, sa Shakti, c'est-à-dire sa polarité féminine, est connue chez nous sous le nom de Minona. Mais je rappelle que Minona, c'est en quelque sorte la première femme qui a créé une liée. Quand une famille est née, la première épouse de cette famille-là, quand elle décède, elle est déifiée en tant qu'énergie de fécondité, mais énergie protectrice et nourricière, pour pouvoir veiller sur la suite de la progéniture. Donc c'est les toutes premières deux énergies que nous avons connues. Et c'est suite à ça qu'on a connu la troisième dimension de la triade, qui est connue sous le nom de Sekolissa. Sekolissa qui en quelque sorte représente Dieu, l'être suprême, sur la terre. Mais pas avec la même connotation que les autres nous ont apporté. Tout à l'heure, nous allons revenir sur la connotation réelle que nos aînés portent sur Dieu, l'être créateur. Donc, Sekolissa représente maintenant le Père, c'est-à-dire que c'est le représentant de Dieu, l'être suprême, et c'est ce que nous appelons la triade supérieure, c'est-à-dire les trois grandes divinités connues chez nous. Et c'est suite à ça maintenant qu'on a connu maintenant les quatre éléments à travers la terre, qui est connu chez nous sous le nom de Sakwata. Et dans ce lot, nous avons 16 différentes formes de Sakwata. Et à la tête de ces 16 différentes formes de Sakwata, nous avons Nyonko Yananou. Nyonko Yananou qui est la mère de tous les Sakwata. Et ce n'est qu'après elle qu'elle a engendré Dazoji, après Avimandje, après Pese Yotanou, après Aglosumeto, ainsi de suite, jusqu'au dernier qui est Kurosu. Et après, nous avons connu l'énergie aquatique, l'énergie de l'eau, connue chez nous sous le nom de Tohosu. C'est-à-dire l'énergie particulière des eaux douces. C'est différent de l'énergie océanique qui n'a rien à voir avec les Tohosu.
Et à ce niveau, nous avons 3 grandes ramifications. Nous avons Kabbalah-Lado, Akbanlan Zena, et puis maintenant Alokwe qui est beaucoup plus connu et que tous les rois ont connu, les rois Dahomey ont connu les grands Torosu que nous avons. Maintenant, il y a l'énergie aérienne, l'énergie de l'air, qui est connue chez nous sous le nom de Dan. Et là, à ce niveau, nous avons Aido Wedo qui relie tout horizontalement sur la terre, et puis Dangeka Wedo qui relie tout verticalement sur la terre. Et ce sont ces deux-là qui ont généré d'autres formes d'énergie aérienne, telles que les Maridans, les Somédans, les Tordans, les Roumédans, ainsi de suite. Puis nous avons le feu cosmique, qui est connu chez nous sous le nom de Febioso, qui est le justicier en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est lui qui régule la justice sociale. Et ce Febioso-là, à sa tête également une femme qui est Naïté, et nous avons Sobo, à Vlekete, à Den, Badé, Sobo, ainsi de suite, jusqu'à Colombay. Et là, c'est les 4 éléments connus chez nous. Mais nos aînés ont également vu que, en principe, la puissance que renferme le métal n'est pas une puissance ordinaire, c'est une puissance particulière parce que ça permet d'abord de se faire une place et de construire, mais également ça permet de faire des guerres et de faire beaucoup de conquêtes. Et là, ils ont défié l'énergie de Dieu Mars, qui est connu ailleurs sous ce nom, mais chez nous, nous appelons Gou, l'énergie du fer, du métal. Et à ce niveau également, il y en a plusieurs ramifications. Il y a les Bégou. Bégou, c'est le goût que les chasseurs font. Et Arwangou, c'est le goût que les guerriers font. Et ce goût-là est installé dans les camps militaires d'hier. Mais aujourd'hui, généralement, nos camps militaires aujourd'hui n'ont pas cette divinité, alors que cela devrait l'être. Et c'est ça qui permet la protection, qui assure la protection des guerriers quand ils vont au front et qui leur permet également de revenir sains et saufs. Puis également, nous avons l'énergie particulière aux jumeaux. Parce que nos aînés conçoivent que, en principe, une gestation devrait donner normalement un enfant. Et quand une gestation donne 2, 3, voire plus, on considère qu'il y a une manifestation de l'énergie divine. À ce niveau-là, tout ce que l'énergie divine touche ne peut pas ne pas véhiculer sa force pranique. Donc, on essaie de déifier également l'énergie duelle, l'énergie des jumeaux, et qui est connue chez nous sous le nom de Roho. C'est-à-dire 2 à la fois ou même plusieurs à la fois. En dehors de ça, il y a l'énergie particulière de la forêt. Parce qu'on estime que les plantes que nous avons, chaque plante a des vertus. Et chaque plante est capable de guérir sur le plan matériel comme sur le plan immatériel. Et il y a forcément une énergie qui donne la puissance à ces plantes-là au niveau de la forêt. Et cette énergie, nos aînés l'ont défié, l'appellent Agé, qui est le roi de la forêt. Et c'est ce Agé-là qui donne puissance aux plantes dans leurs catégories respectives pour que nous puissions maintenant l'exploiter. Donc voilà en quelque sorte, en résumé, l'essence du vaudou jusqu'à chez nous. J'essaie de suivre vraiment très assidûment. Je n'ai pas très bien tout compris, mais je vais reposer à nouveau la question. C'est peut-être la même chose aussi pour... et si de façon brève, on doit expliquer, définir, vous voyez, définir ce que c'est que le vaudou en